L'indice de régénération peut être utilisé de différentes manières. Ça peut être un outil d'évaluation du niveau agroécologique d'une ferme. Donc, dans ce cadre-là, il est ouvert à tous. N'importe quel agriculteur ou technicien peut s'en servir de manière très simple et rapide. Mais il peut également servir à accompagner la création de filières agroécologiques et accompagner la valorisation des productions agroécologiques dans une filière. Et dans ce cadre-là, il faut qu'il soit fait par un technicien du vivant, donc un technicien habilité à s'en servir, et donc pour permettre derrière la valorisation dans une filière qui sera vérifiée. Donc c'est effectivement un point important et personne n'est tombé dans la question piège de dire que l'indice de régénération serait un label agroécologique, parce qu'effectivement, ce n'en est pas un pour la bonne et simple raison que l'agroécologie n'est pas une liste de pratiques que l'on peut cocher. Donc, c'est très, très difficile, impossible de faire rentrer l'agroécologie dans toute sa complexité dans un cahier des charges. C'est avant tout une démarche de progrès agronomique, notamment, et technique, qui permet d'atteindre un résultat. Et donc, c'est vraiment le but de cet indice de régénération, c'est d'être un outil qui accompagne les différents acteurs de la filière, notamment les agriculteurs et les techniciens, dans ce progrès. Et ce qui est très important et intéressant avec cet outil, c'est que c'est un outil unique, quel que soit le type de ferme, le type de production. Est-ce qu'on est en agriculture biologique certifiée? Est-ce qu'on est en agriculture conventionnelle et assez débutant en agroécologie? Est-ce qu'on est en agriculture de conservation des sols? Tout ça n'a aucune importance. On peut, avec la même grille d'évaluation, apprendre des choses en s'auto-évaluant avec l'indice de régénération, parce que c'est vraiment le résultat qu'on mesure et pas les moyens mis en œuvre. Donc ça, c'est vraiment l'un des points forts de cet outil. Et donc, si on regarde sur cette diapositive, on va dire les trois maillons un peu clés d'une filière, qui sont les agriculteurs, les techniciens, par exemple, d'une coopérative, et les acteurs des filières aval, avec ce même outil transversal, ils vont pouvoir dialoguer sur la base de cet outil-là, qui aura un intérêt propre pour chaque acteur. Pour l'agriculteur, ça va être de savoir où il en est et de suivre année après année sa progression, de pouvoir vraiment se situer. Pour le technicien du vivant, ça va être déjà de se former à l'utilisation de cet outil et derrière de pouvoir en faire un vrai outil d'accompagnement, de construction de plans de progrès et de suivi avec l'agriculteur de son progrès agroécologique. Et pour l'acteur d'une filière, de l'aval, de l'industrie par exemple, ça va être de pouvoir valoriser et suivre également la progression de ses fournisseurs en agroécologie. Maintenant, si on regarde un petit peu d'un point de vue plus agronomique, quelles sont les fondations de cet indice de régénération, puisque c'est vraiment un outil de mesure, avant tout, de mesure du niveau agroécologique d'un système de production. Alors, un petit point pour répondre à une des questions qui est apparue. Aujourd'hui, il est disponible pour surtout les filières végétales, donc pour les grandes cultures, les cultures d'industrie, les cultures légumières de plein champ et l'arboriculture. Il va être ensuite adapté. Très prochainement, on aura l'indice de régénération pour la viticulture et les premiers indices pour l'élevage qui vont arriver fin 2021. Donc, c'est bien un indice qui se calcule à l'échelle de l'atelier. Donc, si on veut évaluer une ferme en polyculture élevage, on sera amené à faire un indice sur la partie grande culture et un indice sur la partie élevage, par exemple. N'hésitez pas à poser vos questions au travers de l'icône qui se trouve en bas à droite de votre écran, questions et réponses. Donc maintenant, on plonge vraiment dans le cœur du réacteur de l'indice de régénération. Vous avez ici un sol. Et ce sol, même si ça ne se voit pas à premier abord, c'est l'habitat d'un grand nombre d'espèces. Et on ne va pas toutes les détailler, c'est absolument mirifique, mais disons que dans un sol vivant, on va avoir deux types d'organismes qui sont absolument essentiels pour le bon fonctionnement. Ce sont les champignons, qui vont avoir un double rôle. Donc, eux, on va les trouver plutôt proches des racines, dans la partie du sol où il y a de l'oxygène, dans la rhizosphère notamment. Et ils ont un double rôle, donc je le disais, dégrader les matières organiques qui sont apportées au sol et former des symbioses avec les racines des plantes, ce qu'on appelle les mycorhizes. Et il y a également les vers de terre, qui sont mieux connus, on va dire, qui ont un rôle vraiment d'architecture du sol, d'aération, de création de galeries, et notamment les anéciques qui font un petit peu l'ascenseur entre la surface et les profondeurs, et qui digèrent en permanence le sol pour créer ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, des mélanges très étroitement associés d'argile et d'humus qui vont donner au sol vivant sa structure très particulière, grumeleuse, qui est à la fois solide mais légère, si on peut simplifier comme ça.
Et donc ce sol, non content de vouloir en préserver la structure et l'intégrité, il faut aussi le protéger, puisqu'il est, quand il est nu principalement, il est soumis à des aléas, à des perturbations, notamment les rayons ultraviolets du soleil, le vent, la pluie, qui peuvent faire de l'érosion, qui font de l'érosion lorsque les sols sont nus. Et le meilleur bouclier pour un sol, la meilleure protection, ce sont des plantes, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes, sous forme de paillage ou de mulch, puisqu'elles vont apporter de la nourriture aux organismes du sol, sous forme de carbone, notamment, que vous allez voir apparaître dans un instant. Donc voilà, ce triptyque-là, conserver le sol en bonne structure ou améliorer la structure du sol par l'augmentation de la vie du sol et de son activité biologique, le protéger des agressions et le nourrir. Vous allez retrouver ça, ces trois aspects-là, dans les premiers axes de l'indice de régénération. Donc, on va évaluer le niveau de couverture du sol tout au long de l'année, l'intensité du travail du sol qui est effectué, les entrées de carbone dans le système, notamment par les restitutions, on y reviendra tout à l'heure, et la stratégie de fertilisation azotée, qui permet de mesurer la dépendance aux fertilisants de synthèse. Mais on ne se limite pas au sol, c'est une première étape, la régénération du sol, mais la régénération doit être plus globalement celle de l'ensemble de l'écosystème agricole, et notamment la place laissée à la biodiversité dans et autour des parcelles, puisque, et en particulier grâce à la présence de l'arbre, on va pouvoir bénéficier de régulation de ravageurs, de pathogènes, mais aussi d'une régulation des conditions microclimatiques qui peuvent permettre aux cultures de mieux résister, notamment en période de stress hydrique, par exemple, ou de température élevée. Et ça, vous allez le retrouver dans les axes suivants de l'indice de régénération, qui sont celui sur la gestion phytosanitaire, la biodiversité cultivée et non cultivée, et l'agroforesterie. Et le dernier élément, puisqu'il manque quelque chose dans cet écosystème agricole, il manque l'agriculteur, qui est essentiel. Et donc, le dernier axe est consacré à regarder si l'agriculteur se forme à l'agroécologie, aussi bien au niveau théorique que technique. Donc voilà, vous avez la vue d'ensemble de cet indice de régénération et on va pouvoir maintenant plonger dans l'outil en lui-même. Donc cet indice, il est disponible sur une plateforme. Ça va être l'objet de cet atelier, de vraiment vous montrer comment se servir de cette plateforme. On va prendre un profil d'un agriculteur qui est Jean. Jean est agriculteur céréalier dans l'Oise, sur 140 hectares de grandes cultures et de cultures d'industrie. Il est sur des sols plutôt limono-argileux. Ses productions sont le blé tendre, donc des productions céréalières et un peu de culture d'industrie, blé tendre, orge, colza, lin, un peu de betterave sucrière, de la pomme de terre et du sarrasin. Et il pratique des couverts végétaux au moment donc après les récoltes d'été et certains durant tout l'hiver avant ses cultures de printemps. Il est, pour brosser un peu les grands traits de son itinéraire technique, plutôt sans labour. Il fait du TCS léger, principalement, du semi-direct quand il peut, et il apporte un petit peu de compost de déchets verts.